Bonjour et bienvenue sur la première chaîne de podcast dédiée à l'inbound marketing en France. Lors de la première édition de l'événement Inbound Marketing France à Rennes, de nombreux experts venus du monde entier ont eu l'occasion d'échanger autour de ce sujet qui passionne de plus en plus de professionnels du commerce et du marketing en France. Si l'inbound marketing est un sujet qui vous intéresse, n'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne YouTube et à activer les notifications en cliquant sur la petite cloche à droite de votre écran. Je vous laisse avec la suite. Très bonne écoute. Bonjour à toutes et tous, ravi d'être parmi vous. Donc on va réaliser un workshop de 40 minutes. Donc le thème initial était comment booster son business avec Google, qu'on a légèrement fait évoluer dans le prolongement de la keynote de ce matin, l'ère de l'assistance, comment capter de nouveaux comportements des consommateurs. Donc moi je suis Yoann Delahaye, directeur général de l'agence Mediaveil, agence web marketing historique rennaise, et on a le plaisir de recevoir aujourd'hui Raphaël, directeur marketing France de chez Google, également Gaël Aubray, directrice générale adjointe de monemprunt.com. Je vais passer immédiatement la parole à Raphaël. Merci. Bonjour à tous. Donc je suis Raphaël Gouma, je suis le directeur marketing de Google France et je suis très heureux d'être ici aujourd'hui. Et donc on va passer à peu près une vingtaine de minutes à parler, donc dans la continuité de ce qui a été évoqué ce matin manifestement en plénière, de justement l'ère de l'assistance et des implications que ça peut avoir pour nous, marketeurs et annonceurs. Alors, un peu de contexte sur moi, ça fait à peu près une quinzaine d'années que je travaille dans le marketing. Aujourd'hui, donc, en tant que directeur marketing France, je vais travailler sur des problématiques B2C et B2B, sur des produits naissants et sur des produits plus mûrs. Et donc, l'idée, c'est de partager avec vous un certain nombre d'observations sur un état de fait, des bouleversements auxquels sont exposés tous les utilisateurs. Et quand j'utiliserai le mot utilisateur, je veux toujours parler des utilisateurs consommateurs finaux, grand public, mais aussi B2B, des acheteurs professionnels. Et donc de voir un petit peu qu'est-ce que c'est que ces nouveaux paradigmes et qu'est-ce que ça veut engendrer comme nouvelles méthodes pour nous. Donc ce qu'on va faire ensemble, c'est analyser ces nouveaux comportements pour commencer. Ensuite, on parlera des différents chantiers que cela implique pour nous en tant que marketeurs, en tant qu'annonceurs, en tant que commerçants, professionnels. Et enfin, comment est-ce que Google peut vous aider ? Alors, on va commencer par justement le comportement des consommateurs et la disruption technologique majeure. Donc, il y en a eu trois auxquelles j'ai été exposé dans ma carrière. La première, c'est évidemment l'explosion du digital. La deuxième, plus récente, c'est celle du mobile. Et la troisième, c'est celle de l'assistance. Si on revient sur le mobile, cette disruption technologique majeure s'est incarnée particulièrement l'année dernière. Pourquoi ? Parce qu'en France, il s'est passé un phénomène assez structurant. C'est ce qu'on appelle le mobile moment. Le mobile moment, c'est un moment où le nombre de requêtes faites par les usagers français sur le moteur de recherche Google et donc sur le mobile ont dépassé celles faites sur les laptops, les ordinateurs fixes ou les ordinateurs portables. C'est important et c'est structurant. On est un tout petit peu derrière des pays un peu plus mûrs en digital comme l'Angleterre et l'Allemagne, mais on les rattrape très rapidement. Et donc, il y a plus de gens aujourd'hui sur une journée donnée qui vont faire une requête sur mobile et que sur un grand écran. Et donc, ça a des implications absolument structurantes pour nous. Et donc, on va voir un petit peu ce que ça veut dire. Alors, ce mobile, vous le connaissez, vous l'avez tous dans la poche, au moins un, peut-être même plusieurs. On parle d'ubiquité, on parle du fait qu'il est toujours là, on ne peut plus s'en séparer. Et on parle aussi d'une notion qui est intéressante, c'est celle du multitasking. Alors, qui ici, par exemple, utilise son téléphone portable lorsqu'il regarde la télévision ? Évidemment. Alors, je pense qu'on est peut-être 67%, je dirais, à peu près dans la salle. Petit calcul de tête. La réalité, pour vous donner un chiffre, c'est que 80% des personnes qui regardent la télévision le font avec leur téléphone sur les genoux et donc multitask. 80% des gens qui regardent la télévision ont le téléphone et sont en train de faire autre chose. Donc ce que ça veut dire pour nous, c'est quelle expérience client est-ce que je vais délivrer et proposer dans ce moment. Et donc on se disait, ah oui, alors qu'est-ce qui se passe au moment de la publicité télé ? Et ils sont encore un petit peu plus captifs, 67% sont en train de faire un multitasking. Donc, lorsque vous envoyez un message télé, c'est très probable que la personne soit en train de chercher sur mobile. Et si vous arrivez à capturer son attention, bien évidemment, il est susceptible qu'il fasse une recherche sur votre produit. Voilà un exemple. Et donc, cette logique, évidemment, s'applique, là on a pris l'exemple de la télé, mais évidemment à l'affichage, s'applique au transport, s'applique
aux annonces presse, etc. Donc cette ère du multitasking, c'est un état de fait avec lequel nous devons vivre. Et donc, ce qui est chouette avec ce mobile, c'est qu'évidemment, on a tous le moteur de recherche dans la poche. Et donc, vous allez voir que les internautes français ne s'y trompent pas. Et donc, c'est un réflexe. C'est un réflexe et ce chiffre est assez frappant. Lorsqu'une personne souhaite initier un parcours d'achat, 87% d'entre eux passent par une recherche sur le moteur de recherche. D'accord ? Donc 87% des gens qui ont l'intention d'acheter quelque chose ou qui sont dans une démarche, qui commencent à rentrer dans ce fameux tunnel de conversion, vont se retourner vers le moteur de recherche et donc commencer un processus où pour nous, c'est une opportunité de pouvoir leur proposer quelque chose et d'interagir avec eux. Alors, qu'est-ce que ça implique pour nous en tant que marketeurs ? Eh bien, tout d'abord, nos consommateurs, eux, ils ont réponse à tout maintenant. Ils veulent tout en temps réel. Il faut que ça aille très vite et on va l'aborder plus en détail tout à l'heure dans le développement de la présentation. C'est super, mais c'est aussi très exigeant. C'est même un peu stressant en tant que marketeur. On se dit, mince, est-ce que j'offre une expérience de marque ? Est-ce que j'offre une expérience produit de qualité à mes internautes ? Et puis, donc, côté marque, c'est effectivement, on le disait, un peu angoissant, mais on va quand même y arriver tous ensemble. En moyenne, des gens comme nous, on consulte notre téléphone minimum 150 fois par jour. C'est juste pour vous donner un petit peu l'importance. Oui, c'est beaucoup, 150 fois. Hein. Il y a même des applications qui essayent de vous modérer sur l'usage de votre téléphone pour s'assurer qu'on reste connecté dans la vraie vie et qu'on échange. C'est toujours important. Et donc, du coup, ça veut dire quoi ? Ça veut dire fragmentation du parcours d'achat, fragmentation totale du parcours d'achat, et donc un vrai défi pour nous, puisque les logiques qui étaient historiques sur les tunnels de conversion et les moments d'interaction entre une marque et donc ses prospects, eh bien évidemment, s'en trouvent bouleversés. Alors, ce nouveau consommateur, on va essayer un petit peu de le décrire. Je sais que ça a été un peu abordé ce matin, mais je vais vous donner d'autres éléments et d'autres insights sur ce consommateur, qui il est, quels sont ses nouveaux comportements et du point de vue de Google. Alors, si on devait le qualifier, on retiendrait 3 mots. On dit qu'il est bien plus curieux, bien plus exigeant et bien plus impatient. Alors, évidemment, il est connecté en permanence. Il a accès à ses ordinateurs, ses téléphones portables qui sont fantastiques, lui permettent de faire énormément de choses. Et donc, du coup, dès qu'il le peut, il va être extrêmement curieux. Il va rechercher des informations sur toutes les choses du quotidien. C'est lui qui décide, c'est lui qui dicte, c'est lui qui va être en contrôle total. Et c'est à nous de nous intégrer dans son parcours. Alors, je prends un exemple, moi, qui me parle particulièrement, en fait. C'est une recherche sur mobile avec une requête, c'est le meilleur de. Les gens veulent savoir quel est le meilleur. Alors, il y a un exemple, c'est celui de la meilleure brosse à dents. Voilà. Figurez-vous que les gens maintenant cherchent, depuis 2 ans, on voit la requête meilleure brosse à dents, hop, ça explose. Les gens veulent plus juste une brosse à dents, ils veulent la meilleure brosse à dents. Et vous voyez d'autres exemples, ils veulent le meilleur parapluie, ils veulent le meilleur lavabo, la meilleure salle de bain, etc., etc. Et donc, finalement, c'est très intéressant pour nous de savoir ça, puisque si on se met dans la peau de l'utilisateur, ou du moins du prospect à qui on souhaite s'adresser, la question devient, OK, comment est-ce que j'apparais ? Comment est-ce que ma marque apparaît ? Comment est-ce que je m'intègre dans ce parcours d'achat lorsque les gens vont chercher le meilleur du produit que je vends et que je commercialise ? Donc on a dit qu'il était curieux, il est aussi extrêmement exigeant. Il veut une information de qualité et il estime que ce n'est pas à lui de s'adapter à la technologie, mais c'est bien à la technologie de s'adapter à lui. Et il va devenir un petit peu fainéant, il va faire moins d'efforts qu'avant. Alors, pour ceux qui utilisent ces technologies depuis un moment, j'imagine que vous vous rappelez comme moi, avant on tapait des requêtes du genre restaurant et le code postal ou restaurant près de moi. Eh bien, cette époque est révolue. Maintenant, les gens s'attendent à ce que ce soit la technologie qui gère cette problématique de géolocalisation, par exemple, pour eux. Et donc, typiquement, on voit que le volume de recherche pour des notions telles que près de moi doivent être gérées et intégrées par le consommateur. Donc, si de la même manière, on se met dans les chaussures de l'utilisateur, la question devient comment est-ce que ma marque apparaît et est-ce que j'appréhende de manière efficace les notions de géolocalisation en fonction du lieu et du temps à laquelle l'utilisateur fait sa recherche. Dernier exemple, on a dit qu'il était impatient. Les gens ne veulent plus attendre. Ils attendent les choses de manière immédiate et instantanée. Et un autre exemple, symptomatique de cette tendance, c'est que l'intérêt pour la recherche ouvert maintenant a triplé depuis 2015.
Donc la question pour moi, typiquement, qui est un magasin, qui est un restaurant, etc., est-ce que mes horaires sont bien référencés? Est-ce que je remonte dans ce genre de recherche? Et est-ce que je suis en mesure de proposer une information de qualité à l'usager au moment où il recherche et donc de m'assurer de m'intégrer dans son parcours d'achat. Voilà, donc ça c'est un petit peu quelques éléments structurants sur le nouveau consommateur et cette nouvel état de fait. Et maintenant on va aborder en fait l'émergence de l'ère de l'assistant. Donc le mobile il est bien évidemment essentiel, mais ça n'est pas suffisant. Donc notre consommateur, plus curieux, plus exigeant, plus impatient, cherche à être accompagné bien plus qu'avant. Pourquoi? Parce que voilà, il a cette technologie avec lui. Et donc, pour lui, dans l'ère de l'assistance, il veut plus de sites qui sont lents, il ne veut plus de pop-up intrusifs, il veut qu'on se souvienne pour lui de qui il est, il veut plus passer des heures à remplir des formulaires longs et passer des pages, etc. Il veut avoir la possibilité d'acheter en un clic, il veut des suggestions pertinentes lorsqu'il est au moment du panier pour associer des produits à ses achats. Et donc tout ça, bien évidemment, c'est la technologie et les technologies qui vont permettre d'accompagner l'utilisateur dans cette logique d'assistanat. Alors assistana ne veut pas dire qu'ils ne sont pas capables, bien évidemment ils sont capables, on peut penser que c'est plus une logique de compagnon, voilà, un compagnon qui va l'accompagner dans son parcours client. Il y a une révolution technologique majeure qui permet ça aujourd'hui, j'en touche deux mots ici. C'est ce qu'on appelle, vous entendez parler certainement beaucoup d'intelligence artificielle et de machine learning. Alors, je vais essayer de mettre des exemples concrets pour vous dire pourquoi est-ce que c'est génial. Ce n'est pas des technologies qui sont récentes, ça fait déjà depuis les années 50 en fait, qu'on développe de l'intelligence artificielle et des machine learning. Mais je dirais que les processeurs et les capacités de calcul et de traitement des données sont tellement décuplés aujourd'hui que finalement, on arrive à automatiser énormément de choses qui n'étaient pas possibles avant. Et donc, du coup, dans votre quotidien, je prends un exemple, je trouve que celui-ci est assez pertinent. C'est celui sur Google Maps typiquement, en fonction des signaux qui sont captés par les algorithmes des usagers, des comportements des utilisateurs, eh bien on est en mesure d'afficher typiquement les heures d'influence. Alors si vous avez typiquement des boutiques, vous pouvez voir sur votre page Google que vous aurez des petits graphiques comme les bleus qui est là et qui vous diront, eh bien voilà, à telle heure il y a du pic, il y a un trafic, etc. Et donc ça pose typiquement la question de l'expérience client. Pourquoi est-ce que finalement, ma caisse bouchonne à ce moment-là? Est-ce que ça tamponne? Est-ce que je peux améliorer ça? Et voilà, c'est des signaux complémentaires à intégrer. Le traitement photo aussi, alors on a pris l'exemple du chat, est très intéressant. Typiquement pour faire des recherches sur les photos, eh bien, les algorithmes sont capables d'analyser ce qui apparaît sur les photos pour pouvoir être plus précis sur les résultats retournés. Donc aujourd'hui, lorsque vous recherchez un chat, l'algorithme a compris que c'était un chat et va vous remonter un chat. Donc typiquement, pour vous, qu'est-ce que ça veut dire? C'est, moi, typiquement, je me pose souvent la question, si quelqu'un cherche une image liée à un produit que je commercialise, est-ce que j'arrive à m'insérer via Google Images ou via la section images dans le moteur de recherche et à lui proposer les produits que je vends ou ma marque et donc avoir une opportunité d'interaction avec lui complémentaire. Et des exemples, il y en a plein d'autres. Cette assistance, elle est et elle sera universelle. Là, on l'a illustré par des exemples mobiles et c'est bien évidemment le cas aussi sur tous les autres appareils et des appareils qui vont proposer des technologies d'assistance. Il y en a beaucoup. Alors, vous avez peut-être lu les news récemment, notamment sur ce qui s'est passé au CES et sur l'actualité des fabricants d'appareils connectés. Donc, on parlait essentiellement de mobiles et de laptops aujourd'hui. Et puis, de plus en plus, en fait, on va parler de plein d'autres appareils qui sont connectés. On peut parler des voitures, on peut parler des montres, on peut parler des enceintes intelligentes. Je suis bien placé pour en parler puisqu'on a introduit sur le marché Google Home et Google Home Mini il y a peu de temps. Ça remporte un succès absolument phénoménal vis-à-vis des usagers français. Donc, ça se vend et les gens apprécient cette proposition de valeur. Mais vous l'avez remarqué, sur Google Home et Google Home Mini, il n'y a pas d'écran. Donc la question se pose à moi, annonceur, ou du moins à moi qui essaye de m'intégrer dans le parcours client, comment est-ce que j'essaye de répondre favorablement à une requête qui a été élaborée par un utilisateur. Donc cette logique d'objet, c'est l'Institut JFK qui envisage environ que les foyers français en 2020 auront 30 appareils connectés. Et donc j'en ai évoqué quelques-uns. Il faut évidemment envisager la voiture qui va devenir de plus en plus connectée. On a évoqué les montres, etc. Et donc se pose la question de quelle expérience j'offre à mes clients dans ce nouveau contexte. Autre élément structurant, la technologie Google Assistant, qui est donc la proposition de valeur assistant qui elle est développée par Google, est disponible sur les produits Google, mais aussi sur tous les autres produits. Et donc dans le monde, aujourd'hui, à date, au moment où je vous parle, c'est déjà 400 millions d'appareils, donc quel type ce soit, téléphone, home, montre connectée, etc., qui sont disponibles et qui sont disponibles sur le marché, donc qui sont des opportunités pour les utilisateurs d'usage.
Voilà donc sur cette assistance qui devient donc universelle, multi-produit, qu'il faut donc intégrer. Autre élément structurant, évidemment, la dimension conversationnelle et notamment la recherche vocale. Alors, je prends deux statistiques qui sont intéressantes. La première, c'est qu'en 2016 déjà, aux États-Unis, on considérait que 20% des requêtes mobiles étaient faites par la voix. Et donc, les instituts qui projettent un petit peu l'explosion de ces usages mettent un petit peu l'ambition aux environs de 50% d'ici 2020 aux États-Unis également. Donc, ce que ça veut dire tout simplement, c'est qu'utiliser la voix, c'est pratique. Pourquoi ? Parce que c'est naturel et parce que c'est extrêmement moins contraignant. Est-ce que vous avez une idée du nombre de mots que vous êtes capable d'écrire par minute de manière manuscrite, à peu près ? Allez, on tente. 30 ? C'est presque ça. 40 mots, d'accord ? Maintenant, lorsque vous tapez au clavier, c'est quasiment 60, 70. 40, 70. Maintenant, à la voix, en une minute, combien de mots ? Ah, ça c'est beaucoup. 150. Entre 150 et 200, ça dépend du débit de parole. Alors, c'est quand même fantastique. Hein. Moi, personnellement, je m'en sers de plus en plus. Sur le téléphone, j'arrête de taper. Dès que la confidentialité, évidemment, est respectée, blablabla, ça va tellement vite. Ça reconnaît la ponctuation, les virgules, les points d'interrogation. C'est absolument magique. Et donc, du coup, ça nous libère. Et les usagers ne s'y trompent pas et embrassent ces nouvelles propositions et les utilisent de plus en plus. Voilà donc pour la partie assistant vocal. C'est une vraie liberté qui est offerte. Donc, tous ces bouleversements, finalement, ça va ouvrir, on en a déjà évoqué quelques-uns, des nouveaux chantiers pour les marketeurs et annonceurs. Et donc, c'est ce que l'on va évoquer maintenant. 3 impératifs. On va commencer par le premier. J'ai dit qu'ils étaient impatients. C'est la vitesse. Alors, une statistique qu'il faut retenir, c'est que 53% des visites sont abandonnées si le site, la page, met plus de 3 secondes à charger. 1, 2, 3. Vous avez perdu 50% des gens qui étaient sur le site. Ça va vite. D'accord ? Et j'imagine que vous en faites l'expérience vous-même lorsque vous êtes sur Internet. On ne veut plus, on devient impatient, il faut que ça aille vite, quoi. Donc ça pose la question de est-ce qu'aujourd'hui mes outils, mes fondamentaux sont en place pour pouvoir répondre à ces nouvelles attentes du consommateur ? Je vous donne un outil qu'on a développé chez Google. Ça s'appelle Test My Site, c'est en anglais. Mais si vous le tapez sur votre moteur de recherche préféré, j'imagine que ça remontera. En cliquant sur le lien, vous arrivez sur une page. Vous pouvez renseigner l'URL de votre site. Et dessus, vous aurez un rapport assez complet qui vous dira est-ce que le site est au standard du marché ou de l'industrie dans laquelle vous travaillez. Test My Site, c'est hyper simple à utiliser. J'ai regardé pour Google et moteurs de recherche, tous les indicateurs étaient ouverts, donc ça c'est une bonne chose. Mais voilà, il faut continuer de s'assurer que tout fonctionne et va très vite, sinon les internautes sont mécontents et partent ailleurs. Deuxième notion, ou du moins impératif dans ce nouveau paradigme, c'est celui de la présence. Voilà. Alors, une notion fondamentale, parce qu'on a parlé de canaux, de transformation, de multicanal, d'omnicanal, etc. Énormément de langage marketing qui est utilisé dans toutes les conférences, etc. Moi, je dirais que s'il y a une seule notion à retenir, c'est que le nouveau canal, c'est le client et c'est à nous de nous adapter à lui. D'accord ? C'est lui qui décide. Lui, il ne fait plus la différence entre le offline, le online. Est-ce que j'achète comme ci ? Est-ce que je transforme comme ça ? À quel moment est-ce que je vais découvrir votre produit, être intéressé, émettre un intérêt pour l'acheter, le transformer ? Il est absolument nécessaire, je dirais, d'avoir une intégration complète du parcours d'achat et holistique du parcours d'achat de l'usager. Donc du coup, ce que ça veut dire pour nous, c'est que il va falloir complètement casser cette logique de canaux distincts et donc délivrer une expérience qui, elle, est sans couture. Et ce que cela veut dire, c'est que, il va falloir désiloter en quelque sorte les organisations qui sont les nôtres et les fameux KPI qu'on utilisait finalement avant de manière séparée. Il va falloir les intégrer, essayer de les connecter, donc casser cette logique de canaux pour pouvoir faire du client le canal et intégrer toute l'entreprise, toutes les fonctions de l'entreprise sur cet objectif client-centrique. Et enfin, la dernière impératif, c'est celle de la pertinence. On avait expliqué tout à l'heure, notre client souhaite faire le moindre effort, qu'on travaille pour lui, que la technologie travaille pour lui. Et donc, la data nous aide à connaître le client, à savoir ce qu'il veut, qui il est, ce qu'il a fait avant
quel est, je dirais, le contexte et je dirais le contexte de sa demande, de sa requête. Et donc typiquement, voilà, il est plus question aujourd'hui de traiter la démographie d'un client et sa géolocalisation de manière séparée. On essaye de mélanger les datas ensemble pour avoir un profiling qui est encore plus précis. Voilà. Donc voilà ce nouveau paradigme. Et donc du coup se pose la question de comment est-ce qu'on saisit cette opportunité? Eh bien avec les outils qui vous sont proposés par Google. Et donc, l'idée pour moi, c'est de vous montrer un petit peu les solutions que l'on délivre ici. Un élément structurant, en fait, c'est que les outils Google sont des outils assez pratiques, c'est-à-dire qu'il y a un côté très fonctionnel. Vous venez avec une requête très précise et vous repartez avec la réponse. Possiblement le plus rapidement possible. C'est un peu la promesse que l'on va essayer de mettre en place pour l'utilisateur. Et donc typiquement, on n'est pas forcément dans le marché de l'attention, on n'est pas dans une recherche et une conquête d'attention, mais on est dans le marché de l'intention. L'intention. L'objectif, c'est de capturer l'intention de l'utilisateur au moment où il l'a. Voilà la logique et la philosophie, je dirais, des produits Google. Et pour ce faire, eh bien, on traite plein de signaux. Ces signaux sont laissés par les utilisateurs sur les moteurs de recherche, Maps, YouTube, etc. Et donc l'idée, c'est de processer ces signaux, processer ces datas pour les mettre à votre disposition. Donc, si on regarde un petit peu les différents, je dirais, insight rich qu'on va essayer, qu'on va mettre à votre disposition, on va vous aider à comprendre ce qu'ils veulent. Donc ça, c'est l'intention, qui ils sont, ça c'est les caractéristiques de l'internaute, du moins de l'usager, du futur prospect. Et enfin, où est-ce qu'ils se trouvent ou quel est le moment de leur interaction. Et donc ça c'est le contexte de leur interaction, de leur usage. Et donc tout ça en fait c'est proposé via la plateforme que vous connaissez peut-être qui est AdWords, un mot simple mais qui capture énormément de choses derrière. Alors, il y a 3 grands segments sur lesquels on peut travailler. Celui de l'attribution, celui de l'audience et celui de l'automation. Donc, sur le volet attribution, on l'a expliqué tout à l'heure, il est important en fait que pour mieux comprendre ses prospects, et du moins les plus qualifiés, en fait, on passe à un modèle d'attribution qu'on appelle non-last click. Donc c'est une philosophie d'attribution et une philosophie d'attribution de la performance qui, elle, est différente parce qu'elle fait fi des différents canaux. Et donc pour ce faire, je vais vous donner un exemple. Une personne qui utilise un modèle non-last click sur le search, donc via Google AdWords, va augmenter les conversions en moyenne de 5% à un CPC équivalent. Donc il y a des vraies sources d'optimisation, 5% c'est quand même structurant, à un CPC équivalent d'augmentation de la performance sur ce modèle non-last click. Sur le volet connaître mieux les audiences, eh bien, des produits comme AdWords Audience Finder, Audience Insight Finder ou Google Analytics vont nous permettre de mieux appréhender les comportements des utilisateurs et notamment les probabilités d'achat, les taux de désabonnement, la lifetime value, la fameuse lifetime value du consommateur, et de les engager dans les étapes du parcours. Alors que ce soit il y a des techniques de remarketing, c'est un exemple, de customer match qui combine donc des données de Google et des données les vôtres, de vos bases de données, justement pour les réconcilier et les rendre encore plus intelligentes tout ensemble. Et sur le dernier item, eh bien, c'est l'automation. L'automation, en fait, donc cette automatisation, ça nous permet de mettre en place avec vous des stratégies d'enchères automatisées, encore plus sophistiquées, puisqu'elles vont pouvoir processer et intégrer des données très variées et donc arriver à des performances qui, elles, sont accrues. Voilà en quelques mots les éléments que je voulais vous délivrer sur cet état de fait, ces évolutions de comportement qu'on voit du côté utilisateur, cette importance de ce nouveau paradigme et donc de ces usagers qui ont des attentes qui évoluent, cette importance de l'ère de l'assistance et donc la question se pose de comment est-ce qu'on accompagne les différents usagers et prospects. Et je vous remercie de votre attention. Merci Raphaël pour l'intervention et cette belle prise de hauteur. Ce que je retiens, c'est que les actions devront être à présent surtout servicielles pour les années à venir, et ce qui nous assure une belle transition pour notre cas client. Donc ce que je vais vous présenter avec Gaël, c'est un cas sur lequel nous avons travaillé chez Mediaveil suite au lancement de l'activité monemprunt.com qu'on va vous présenter quelques slides. Monemprunt.com, donc il s'agit d'un courtier immobilier 100% online.
que je vais laisser présenter Gaëlle. Notre ambition, c'est de rendre le crédit immobilier simple, lisible, rapide. Il y avait du boulot, donc on l'a fait. Donc on vous présente une plateforme qui est 100% digitale. Donc le client, évidemment, a possibilité de nous contacter. Il y a toute une équipe d'experts qui est à sa disposition à distance, mais tout le processus jusqu'à l'emprunt immobilier finalisé se fait online. Le service est gratuit. Et nous négocions le meilleur crédit, donc on repart sur la logique du meilleur, c'est ce que recherchent nos clients. Meilleur crédit négocié et validé en moins de 10 jours. Donc dans la logique de l'inbound marketing, ce qu'on a voulu, c'est offrir aux clients quelque chose tout de suite et immédiatement. Donc ce qui est important pour nous, c'est d'une manière immédiate, instantanée, que le client en 15 clics obtient un préaccord de faisabilité de son projet, vous le voyez là, ce qu'il obtient, et ainsi que 3 propositions de banques qui vont pouvoir l'accompagner sur le projet. Notre travail ensuite, c'est d'aller négocier des conditions encore meilleures, mais immédiatement, sans engagement, sans qu'un conseiller le rappelle dans 48 heures. Il a automatiquement en 3 minutes ces éléments directement. Alors, notre enjeu avec Mediaveil, puisqu'on a démarré en octobre seulement, il y a 3-4 mois, la mission qu'on a confiée à Johan, ses équipes, c'était qu'au premier jour, à compter du 2 octobre au lancement, qu'on ait des clients qui viennent, qui ont un réel besoin, qui souhaitent acheter un appartement, une maison et qui recherchent un crédit immobilier. Donc l'enjeu, ce n'était pas de nous faire un maximum de trafic, l'enjeu, c'était qu'on ait réellement des clients qui soient en recherche d'un crédit immobilier, et ce, dès le premier jour. Donc ça, c'était l'objectif confié à Mediaveil. Et donc la manière dont on l'a traité, on a orienté le dispositif sur 3 axes. Le premier qui était la visibilité, parce que le cas de mon emprunt est un très beau sujet, par contre vierge historique et vierge de visibilité. Donc la première chose, c'était déjà de faire connaître la marque. Le deuxième, c'était évidemment, pour que ça fonctionne dès le premier jour, c'est de générer des contacts, à la fois en estimation de prêt et idéalement en signature de mandat, qui était l'objectif primordial. Et même un troisième objectif qui était de connaître notre audience. Parce que ce qui est important, c'est à la fois de générer des conversions, mais surtout identifier quels sont les prospects que nous avons transformés pour carrément comprendre la manière dont on peut aller chercher des audiences jumelles. Le raisonnement a été là aussi mobile first. On retrouve les indicateurs que Raphaël nous a présentés avec l'enjeu d'un temps de chargement optimisé et les risques que peut avoir simplement 1 seconde de temps de chargement supplémentaire avec un taux de conversion qui chute de 12 points. Donc l'enjeu était avant tout mobile parce qu'aujourd'hui, ce qu'on a vécu en 2017, c'est que le web est plus consulté en mobilité qu'en Internet fixe. Donc c'est bien là aujourd'hui qu'on a les plus gros potentiels. Deuxièmement, c'est que l'usage mobile est assez exigeant et qu'une expérience, je dirais, ratée ou tout du moins impactée sur mobile a un impact aussi direct sur une requête desktop. Et le troisième élément, le mobile répondant à un besoin d'immédiateté, on était 100% aligné avec la promesse de mon emprunt qui était une réponse dans les meilleurs délais et on venait là aussi bouleverser les usages sur ce service qui n'était pas forcément encore connu. Le déploiement. Donc la première chose, ça a été la mesure. C'est-à-dire qu'avant de déployer nos actions, ce qu'on a cherché à identifier, c'est comment allons-nous pouvoir qualifier nos prospects. Autrement dit, quels indicateurs pouvons-nous leur demander de qualifier pour connaître tout du moins leur niveau de maturité, pour qu'on puisse dissocier dans nos stratégies inbound les prospects qui sont plutôt chauds, donc assez avancés dans la réflexion, des prospects qui sont plutôt tièdes, qui sont en cours de réflexion, des prospects froids qui, eux, sont au tout début de la démarche et qui sont plutôt là pour se renseigner sur la faisabilité du projet. Donc là, Johan, effectivement, nous, c'était un enjeu important pour pouvoir produire le contenu qui correspond aux clients et à leurs recherches. Donc là, au bout de 3 mois, on a déjà 40% des clients qui viennent sur notre site qui sont en recherche d'un bien immobilier. Ils ne l'ont pas encore trouvé. Nous, on arrive, on a le financement, mais ils n'ont pas encore trouvé leur bien. Donc il faut qu'on s'en occupe. Ils cherchent du neuf, de l'ancien, dans certaines villes. Donc ils ont besoin d'un conseil sur la recherche du bien immobilier. Donc ce n'était pas notre cœur de métier initial, mais on doit trouver des solutions pour ça. Et voilà, cette critérisation permettait clairement de qualifier notre audience et d'en mesurer son niveau de maturité.
Deuxième point, c'était comment les services de Google nous ont permis de mener à bien cette stratégie. Là, ça a été dans le déploiement du trafic que l'on a structuré sur 3 axes pour clairement aussi segmenter les choses. Première chose, l'axe générique, où dès lors qu'un internaute s'intéressait à la marque, même si la marque était naissante, il était primordial qu'on soit en mesure de le capter parce qu'on était vraiment là sur des personnes qui étaient enclins à transformer. Deuxième point, c'est qu'on a investigué quand même un marché qui était préempté par des acteurs historiques sur le marché de la banque et du financement immobilier et bancaire, en géolocalisant également nos campagnes sur les territoires prioritaires pour mon emprunt, à savoir l'Ouest. Au départ. L'Ouest, Lyon, Lille, on est sorti du Grand Ouest. Exactement. Et on avait vraiment un plan d'avancement qui était aligné d'un point de vue géolocalisation avec les enjeux de mon emprunt. Et le troisième point, par champ lexical, on est venu aussi se positionner sur des requêtes qui tournaient autour de les calculettes financières, la météo des taux immobiliers. On voit très bien que lorsque les personnes commencent à s'intéresser à ces sujets-là, ils sont plutôt dans une démarche active d'un projet. Également tout ce qui tourne autour des prêts aidés, les prêts à taux zéro, ou également des prêts plutôt orientés comme des prêts pour des investissements Pinel. Et ce travail de déploiement nous a permis clairement de segmenter le trafic. Sur la partie mobile, donc en termes de résultats, la partie mobile représente 28% du trafic issu des liens sponsorisés. Avec, en termes de stratégie, une stratégie d'enchère différenciée. C'est-à-dire que sur AdWords, on peut avoir une stratégie d'enchère différenciée entre l'enchère que l'on met sur le mobile, pour un même mot-clé, de l'enchère que l'on définit sur une tablette, de l'enchère que l'on définit sur le desktop. C'est des fonctionnalités offertes par Google qui permettent clairement de prioriser sur les terminaux sur lesquels il y a le plus d'enjeux. Et en termes de transformation, on voit que le mobile a représenté 42% des conversions totales. Donc même si le mobile n'était pas forcément le device qui générait le plus de trafic, il a été celui qui a le plus contribué sur l'objectif principal qui était la signature de mandat. Troisième point, l'engagement. À travers nos différentes stratégies d'audience, ce que l'on a observé, c'est que sur l'audience que l'on connaissait, c'est-à-dire les visiteurs qui avaient déjà manifesté un intérêt et pour lesquels on avait mémorisé un comportement de recherche, on a identifié que l'audience travaillée sur ces cibles-là était 13% moins cher sur les scénarios déployés, avec notamment l'activation de dispositifs de retargeting, donc c'est du reciblage publicitaire qui est opéré sur des internautes qui ont déjà consulté le site et pas forcément transformé. Et là aussi, des stratégies différenciées. Lorsqu'on prenait un internaute qui arrivait sur le site et qui n'avait pas fait d'estimation de prêt et qui effectuait une nouvelle recherche, automatiquement, nous augmentions notre stratégie d'enchère de 15% sur les 7 à 30 jours suivant sa navigation. L'autre cas de figure, on avait des internautes qui réalisaient une demande d'estimation de prêt, mais qui n'allait pas jusqu'à la signature de mandat. Donc là, on était assez loin dans le tunnel d'achat. Il nous manquait plus beaucoup d'étapes pour le transformer. Et là également, on avait une stratégie d'enchère différenciée pour cette audience-là, où on augmentait là de 30 à 50% nos enchères, ce qui nous permet d'aller chercher les top positions dans les résultats de Google pour justement, sur les requêtes complémentaires qu'effectuerait cet internaute-là, maximiser l'échange, de le transformer. Donc ces stratégies-là avaient vraiment pour objectif d'engager notre audience dès lors qu'on en connaissait l'origine. Donc, sur les résultats, je prends le relais. Donc, je peux dire déjà, Johan, qu'on va encore garder un petit peu Mediaveil pour nous accompagner sur cette étape parce qu'on est vraiment satisfait de ces 3 mois de démarrage. Nous, l'enjeu vraiment, c'est que les clients nous mandatent pour qu'on aille rechercher leur financement. Donc, on en revient aux premières stats. Donc, à aujourd'hui, sur 100 visiteurs qui arrivent sur notre site, il y en a 7% qui font une estimation, une simulation de prêt en 15 clics. Et sur ces 7%, il y en a 10% qui nous mandatent pour aller rechercher leur prêt. Donc, ça veut dire que le travail initial du canal pour arriver jusqu'à notre site a été bien ciblé. Et c'est un travail vraiment chirurgical qu'on fait avec les équipes Mediaveil au quotidien pour aller travailler chaque association de mots. Certains, on les isole, d'autres, on les creuse. Et c'est un travail quotidien. Et par département, sur certaines villes,
il y a des résultats qui peuvent différer. Donc, c'est un travail vraiment très précis pour aller faire évoluer les indicateurs. Mais c'est vrai que tout ce gros travail d'AdWords, c'est vraiment notre source principale d'acquisition de clients aujourd'hui sur monemprunt.com. Donc, on travaille de manière très précise. Et aujourd'hui, avec le résultat que l'on attendait, même on les a largement dépassés avec les équipes aujourd'hui. En tout cas, le choix de Megaveil a été vraiment d'être focus sur la recherche active au sein du moteur de recherche Google et plus spécifiquement au sein des services de Google qui permettent d'être rapidement positionnés sur les mots-clés les plus stratégiques. Et les étapes à venir seront multiples, parce qu'on est qu'au tout début du déploiement. Plus l'audience sera conséquente, plus les travaux de stratégie d'audience seront poussés. Avec, comme l'évoquait Raphaël, le déploiement des solutions Customer Match, où il y a la possibilité à présent d'intégrer des bases de données, clients ou prospects, dans l'interface AdWords, ce qui permet de différencier quelqu'un qui requêterait sur la marque ou qui requêterait sur un produit, de savoir si nous connaissons ou non cet internautique en base de données, et là aussi adapter des stratégies d'enchères différenciées, voire même mettre en base repoussoir des clients que l'on aura déjà convertis, parce qu'on sait que sur un projet immobilier, c'est entre 4 et 7 ans que peuvent être le nouveau projet. Donc on peut aussi mettre en quarantaine certaines audiences. Travailler aussi à un autre carrefour d'audience qui est incontournable et ultra puissant, c'est YouTube, où il y a les possibilités aussi de mettre en place des synergies entre des personnes qui regarderaient par exemple des vidéos tutoriels sur YouTube, sur le financement immobilier, comment ça fonctionne. On peut directement les intégrer à nos scénarios de remarketing, comme un internaute qui aura manifesté un intérêt sur le site Mon Emprunt, ce qui évolue clairement son scoring et ce qui nous permet d'aller beaucoup plus loin pour faire mûrir ce prospect-là. Et inversement, quelqu'un qui vient sur le site Mon Emprunt qui ne convertit pas, qui consulte une vidéo sur YouTube, avoir un pré-roll, donc un format vidéo pendant le temps de chargement, faisant la promotion des services Mon Emprunt. A/B tester, encore et toujours, on est dans une logique d'amélioration continue, ce qui est vrai aujourd'hui et pas vrai demain, il le sera encore moins après-demain. Donc ce qu'on teste systématiquement, c'est les descriptifs des annonces AdWords, les différentes extensions qu'offre aussi Google pour aller encore plus loin dans l'incitation à l'action. Donc un A/B testing continu et des scénarios de remarketing encore et toujours plus poussés. Lorsqu'on voit ce que l'audience nous coûte et le taux de conversion moyen observé, il y a quand même 93% du trafic qui n'est pas converti. Il faut absolument suivre et surveiller ce trafic-là pour aller chercher de la performance au meilleur coût et dans les meilleurs délais. Donc ce que j'observe, c'est qu'ici on a un assez bon cas client qui permet de démontrer qu'avec un raisonnement mobile first, également un engagement sur une expérience client servicielle tant dans l'approche que les services proposés par Mon Emprunt, on a la possibilité non seulement d'apporter du résultat à court terme avec des approches vraiment sur mesure et chirurgicales dans l'approche, tout en travaillant et en structurant la donnée pour prédire justement les intentions de nos futurs prospects et futurs acheteurs pour modéliser leur comportement. Et une fois ce comportement modélisé, on peut aussi travailler sur ce qu'on appelle de la modélisation d'audience, c'est-à-dire qu'on va aller chercher des audiences jumelles qui, à iso-comportement, mais n'ayant pas encore manifesté d'intérêt pour Mon Emprunt, les solliciter et les engager auprès des services Mon Emprunt. Merci à vous. On va se prévoir une petite séance de questions. Donc on vous donne la parole sur à la fois la prise de hauteur que nous a offert Raphaël sur l'assistance et les services d'assistance vers lesquels tendent les services Google ou plus spécifiquement sur un cas d'usage. C'est toujours la première question la plus compliquée, donc on va passer à la deuxième. Dans la salle, on est plutôt sur des cibles B2C, des cibles B2B. B2C, principalement. Je voulais savoir comment vous voyez l'adaptation de la recherche justement avec la publicité locale forte. Et du coup, donc, à la fois les enceintes, mais aussi mobile avec la voix. Aujourd'hui, on a de résultats sur Google. Comment ça va se passer du coup sur le moteur de recherche Sur le moteur de recherche. Ça va être la première position. Ah, d'accord. Très bien. On va marier
Ok. On se rend compte dans les pays, y compris la France d'ailleurs, mais quand on regarde les États-Unis, c'est encore plus le cas, qu'il n'y a pas de cannibalisation entre les différents supports et les différents parcours d'intégration. Pourquoi ? Parce qu'en fait, la demande utilisateur n'est pas la même. C'est-à-dire qu'il y a des parcours d'achat ou des parcours de recherche qui nécessitent un support visuel. Et vous le savez. Si par exemple vous cherchez un ticket pour un spectacle, je prends cet exemple-là parce qu'il est assez symptomatique, vous allez avoir besoin d'une confirmation visuelle de la section, de la place particulière que vous allez vouloir, ou lorsque vous cherchez une place de ciné ou un voyage, vous avez besoin, votre œil et votre cerveau a besoin de processer plus d'informations pour pouvoir arriver à l'acte de décision et l'acte d'achat, les heures, les dates, etc., etc. Donc en fait ce qu'on se rend compte, c'est que les gens n'utilisent pas les appareils qui ne proposent pas de support visuel parce que simplement ils se rendent bien compte que c'est assez insoluble. Donc on est dans une phase finalement assez naissante, hein. C'est des nouveaux usages qu'on voit aussi, donc on apprend aussi nous-mêmes en regardant justement les usages et ce que demandent les gens et on essaie d'adapter la technologie. Mais aujourd'hui, on est plutôt dans une augmentation du gâteau déjà, de 1, et de 2, on se rend compte qu'en fait les demandes et les parcours utilisateurs sont complémentaires. Je pense qu'on est vraiment dans cette logique de complémentarité. Et donc, du coup, ce qu'on se pose comme question en tant qu'annonceur ou en tant que marque, typiquement, c'est quel type de prestation qui fait du sens, je vais pouvoir proposer à mon utilisateur sur typiquement une enceinte intelligente qui vient compléter ce que je lui offre dans les autres supports connectés ou non connectés. Donc je prends un exemple, typiquement vous êtes réservation d'un billet d'avion, eh bien vous attendez peut-être à avoir un service de votre compagnie aérienne via une assistante, une enceinte intelligente. Vous n'allez certainement pas chercher à booker votre billet. En revanche, peut-être une confirmation de la porte d'embarquement. Ça c'est tout à fait possible. Et c'est un service que je serai en mesure de demander et d'attendre. Et je serai assez content qu'on puisse me proposer ça. Mais donc voilà, ça viendrait compléter, je dirais, quelque chose qui avant il fallait sortir son téléphone, trouver l'application, se loguer, aller chercher la place, vérifier, enfin vous voyez tout le sujet quoi. Et là en fait juste en demandant ok Google par exemple, où est mon embarquement, quel est mon prochain vol, qu'est-ce que je dois faire, et bien il va vous répondre. Voilà. Donc on est plus dans une complémentarité. Et même pour compléter, on va aussi dans les usages que plus on est engagé dans l'action, plus le device évolue. En effet, sur un renseignement, sur plutôt une recherche vocale. Sur un achat en ligne d'une pizza, on fera plutôt sur smartphone. Si on a ses vacances à commander, on arrive sur un panier d'achat qui arrive 800, 900, 1000, 1200 €. On revient vers un terminal desktop. On voit très bien que le niveau d'attachement au device est aussi proportionnel au niveau d'engagement de l'action. On voit très bien qu'il y a une certaine complémentarité entre les devices. Et même si sur la recherche vocale, on est plutôt sur des besoins naissants, ce que l'on voit quand même, c'est que la qualité de la réponse dépend aussi de la qualité de la question. Et sur des recherches vocales, on est sur des questions beaucoup plus précises. Et on voit très bien aussi que dans les résultats de réponse, c'est plutôt aussi les requêtes précises qui sont exploitées. Et du coup, les résultats issus de ces requêtes précises. Et ce qu'on observe aussi, lorsque tu évoquais quelle position apparaîtront, c'est souvent même la position 0 à présent de chez Google qui alimente et enrichissent les résultats vocaux. Écoutez, en tout cas, on pourra prolonger l'échange si vous le souhaitez juste après. Merci à vous. Merci beaucoup. Merci. Au revoir.